Bien, écoutez, 18h31, merci à tous ceux qui ont pris place devant nous pour cette nouvelle session de découverte des maisons d'édition régionales. Vous connaissez le principe, pour si certains d'entre vous sont déjà venus. Première partie de la soirée est consacrée à la présentation d'une maison d'édition de Nouvelle-Aquitaine. Vous savez qu'il y en a 225 à peu près, donc on n'a pas fini encore le tour. Et dans la deuxième partie de cette session, nous nous consacrons à la découverte d'un auteur et d'un livre de cette maison d'édition. Alors ce soir, nous recevons la maison d'édition 4e ligne, ici et là. Alors, vous allez nous expliquer, Nicolas Camoisson, exactement pourquoi deux titres, deux enseignes de cette maison d'édition. Cette activité d'édition a été créée en 2014, donc l'année prochaine, vous fêterez les 10 ans peut-être. Et vous nous direz pourquoi vous avez changé de nom en 2019. Vous allez nous expliquer un peu quelles sont vos collections, quelles sont vos thématiques. Et puis aussi, je crois que ce qui est intéressant, c'est de dire comment vous avez élargi vos activités, non seulement à l'édition de livres, mais aussi à des expositions, des interventions, dans des milieux parfois bien particuliers. Donc, pourquoi d'abord 4e ligne, ici et là? Bonsoir, merci d'être là. Merci à la bibliothèque de nous accueillir. Alors, avant tout, ici et là. Donc, la base de la maison d'édition a été créée par un couple. Donc, il s'est séparé un moment. Donc, c'était ici et là. Donc, on était deux identités. Donc, c'était ici et là, reportage poétique. Donc, il y avait du reportage et de la poésie. Donc, c'était deux identités de travail. On collaborait, alors, moi étant photographe, mon ex-compagne était écrivain. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce travail en binôme. Et on a voulu faire vraiment un travail d'associer le journalisme ou le reportage avec de la littérature. Donc, c'était les premiers chemins de la maison d'édition en 2014. Donc, oui, l'année prochaine, ce sera dans 10 ans. Et installé au cœur de la région. Alors, on était basé à Saint-Sevé dans les Landes. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de livres qu'on va avoir de la maison qui va être des résidences de photographes en Chalosse, à Contis, à Saint-Sevé, voire un des plus gros travaux, les Tréteaux du matin, sur le marché de Mont-de-Marsan. Donc, tout ce travail... Bon, oui, qui est là. Le livre est ici. Le livre est ici. Donc, édité en 2017, 18. Donc, ça, c'était vraiment un travail. Donc, c'est une maison d'édition qui a été... c'est vrai qu'on a beaucoup d'ouvrages qui sont à nos noms, parce qu'en fait, à la base, on a commencé par faire de l'auto-édition. Et très vite, on s'est posé la question, mais pourquoi on n'édite pas d'autres personnes? Parce que ça marchait assez bien. Donc, on s'est lancé sur une petite collection qui ressemble un petit peu à cette édition, à cette taille-là, qui s'appelle la collection Territoire, où on envoyait... alors, c'était un petit peu un challenge. Si vous en avez un qui est sur Bordeaux, qui est de Bruce Millepied, qui est derrière moi, qui est on envoyait un photographe sur un territoire déterminé, donc on donnait une cartographie d'un lieu et on envoyait le photographe avec des contraintes, donc il n'avait pas le droit de sortir de ce territoire et il avait que 10 jours pour faire un ouvrage de 64 pages. C'est un sacré challenge, mais ça ne suffisait pas. On a rajouté un peu plus de contraintes, c'est que c'était nous qui choisissions le territoire. Donc, on choisissait des photographes qui n'avaient rien à voir avec le sujet. Donc là, photographe bordelais, Bruce Millepied, qui est plutôt photographe de jazz. On l'a envoyé au stade Chaban-Delmas. Donc, il ne connaissait pas du tout le rugby. Donc, on s'est retrouvé à la mairie, exemple. On s'est retrouvé avec la mairie, avec le monde sportif. Et il a dit, la seule chose que je sais, c'est que le ballon n'a pas la même forme. Donc, c'était un petit peu comme point de départ, effectivement. C'était pas mal. Oui, voilà, il est là. C'est là. Donc c'est vrai que voilà, on était parti sur vraiment plutôt une maison d'édition qui était d'essayer vraiment on n'est pas une maison d'édition qui
qui désireront publier 20 ou 30 exemplaires par an, où là on est vraiment éditeur. On avait nos travail en parallèle qui nous permettait de vivre, donc c'était plutôt un plaisir d'éditer. Donc ça m'a permis beaucoup de choses dans mon travail. C'est déjà toute la mise en page, toute problématique des imprimeries, parce que la photographie c'est extrêmement complexe. Donc il y a eu des échecs, il y a eu des très bonnes collaborations avec des imprimeurs français, parce que tous nos ouvrages sont imprimés en France. Ça, c'est du Made in France. Donc, ouais, c'est pas évident, mais voilà. Après, bien entendu. En changement en 2019 ? Alors, en 2019, bon, un divorce, tout simplement. Et je voulais vraiment acter plus, parce qu'il y avait, aussi dans notre maison d'édition, on a de la littérature et aussi on a de la photographie. Et la deuxième partie, quatrième ligne, c'était vraiment de travailler vraiment sur une base de la photographie, donc de journalisme. Donc on était parti là-dessus. Et c'est par hasard que sur mes résidences à Cordoran, on m'a proposé il y a un an de collaborer avec le Smith-Est, donc avec le phare, pour créer alors peut-être une collection, on va voir. Ça peut être, il y a un sourire à côté. On y reviendra. On reviendra. Un petit peu plus tard. Donc voilà, donc c'est une collaboration vraiment avec le Smith-Est pour créer cet ouvrage pour cette année. Mais sur la lentille. Je reviens un petit peu en arrière. Je disais tout à l'heure dans la présentation de votre activité, de votre société, que vous aviez aussi élargi votre travail non seulement à l'édition de livres, mais aussi à des expositions et à des interventions. Notamment... Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, à la base, je suis photographe. Bon, c'est clair que personnellement, j'ai vécu 22 ans au Moyen-Orient, donc Syrie, Liban, un peu de l'Irak, donc arabisant et calligraphe. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir quelques ouvrages surtout sur la Syrie et le Liban. Donc, toute ma carrière de photographe, on est très souvent à exposer. Donc c'est clair que j'ai exposé un peu partout on va dire en Europe, même un peu plus loin, au Canada, au Moyen-Orient. Et l'édition est arrivée à cause des expositions, parce que c'est un petit peu une frustration. C'est vrai que l'édition, photographique, c'est un coût énorme, donc c'est un peu un risque de lancer un ouvrage. Mais quand on commence à avoir des expositions qui commencent à tourner une dizaine de fois dans beaucoup de lieux, on se pose la question, il manque... Regardez la trace. On manque la trace. Beaucoup de gens nous demandent est-ce que vous avez l'ouvrage ? Et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'on a mis en place la maison d'édition. Donc ça, c'est la partie où c'est vrai que même à Cordoran, j'ai fait ma résidence où j'ai exposé pendant 3 mois et ça tourne. En fait, la petite exposition a été récemment pas loin, en plus à Bordeaux. Donc les expositions permettent vraiment de voir un petit peu et d'attacher à un public. Et l'ouvrage va nous permettre vraiment de garder une trace. Alors après, bien entendu, étant spécialisé du Moyen-Orient, maintenant j'ai changé un petit peu de cap. Où, bien entendu, on a bien parlé de la guerre en Syrie, où moi c'était mon pays d'enfance, ou même très tard, parce que je suis parti à 32 ans du Moyen-Orient et de Syrie. Et j'ai eu ma crise un petit peu de 2011 quand il y a eu la révolution syrienne jusqu'à l'arrivée. Donc à ce moment-là, je ne travaillais plus du tout en Syrie. Je ne voulais plus du tout partir dans ce pays-là, même trop dangereux pour moi, parce que arabisant et parfaitement l'arabe. Je me suis retrouvé, voilà, un petit peu ma crise, ma quarantaine. Allez, je repousse un petit peu tout ce qui est Moyen-Orient. Donc c'est pour ça que j'ai attaqué des projets sur le circuit court, l'alimentation, sur d'autres sujets sur l'Europe, mais essayer de m'éloigner du Moyen-Orient. Et malheureusement, pour beaucoup de choses, c'est que malheureusement, il y a eu les attentats 2015. Et étant arabophone et spécialiste du monde arabe et journaliste du monde arabe, en fait, très rapidement, on m'a contacté pour travailler avec les détenus en prison, donc avec les détenus radicalisés et condamnés pour terroristes. Donc j'ai fait tout un cycle de cours sur l'histoire et la culture du Moyen-Orient, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Et au fur et à mesure, surtout 2018, on a commencé à faire des ateliers de calligraphie, étant calligraphe arabe.
Et bien entendu, jusqu'à nos jours, je fais des tournées de calligraphie arabe un peu partout en France, sur le territoire. Donc j'ai dépassé les 1200 interventions depuis 2015. Dans quel cadre vous faites ces interventions C'est ministère. Alors, j'ai plusieurs. J'ai ministère bien sûr de la justice. Pour avoir la DRAC aussi, puis faire des aides par rapport à des programmes et éducation nationale. Donc la grosse partie, c'est vraiment le ministère de la justice et la partie radicalisation spécifique surtout depuis 2017-2018. Que vous continuez. Donc, je continue, je freine parce que c'est très 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 dur, très compliqué. Donc, mais c'est un travail remarquable qu'il faut faire. En fait, il faut vraiment intervenir en prison. Et c'est des choses que ce soit des radicalisés ou Monsieur Tout le Monde. Hein. Et pendant ce temps-là, la maison d'édition continue. Et la maison d'édition continue toujours. Donc voilà. Donc c'est pour ça que on a fait plusieurs publications. C'est vrai que on n'est pas dans une maison d'édition qui publie énormément d'ouvrages. Hein. On est à peu près en moyenne à 2 ouvrages par an. Alors, une toute petite maison d'édition, mais on est quand même à l'escale du livre. On est sur des salons. On est sur des salons au niveau national. Donc, alors, par exemple, l'année dernière, quels sont les 2 ouvrages que vous avez publiés sur l'année dernière, Covid, on n'a fait que Cordon cette année. L'année dernière, on n'a pas fait, c'était surtout le dernier ici, on a fait sur mesure un travail un atelier d'écriture qui a été fait dans le monde carcéral. Sur les professionnels du monde carcéral, on a publié un ouvrage qui est en rupture de stock aussi. Donc voilà, sur mesure, à mon avis, vous devez l'avoir. Voilà, là encore un petit peu, je crois. Bon. Et donc, à un moment donné, vous entrez en contact avec l'auteur qui est à côté de moi, ou comment se passe la naissance de cet ouvrage? Comment ça s'est passé, la naissance? Non, c'est que, bien entendu, en 2021, donc, quand on est déjà la première fois que je suis venu à Cordon, c'était il y a 3 ans déjà, presque. Ça va être ça. Bon, voilà, j'ai fait quelques résidences au phare pour d'abord une très grosse. La première, où je suis resté 10 jours sur le phare de Cordon, où j'ai fait une résidence de photographie, donc en technique cyanotype et de calligraphie arabe. Donc, j'ai rencontré les 4 gardiens, dont Pierre. On est resté 7 jours ensemble. Et bon, voilà, on a eu pas mal de discussions, mais ça a été surtout une collaboration avec le phare, où j'étais quand même 7 ou 8 fois en résidence, sachant que ils devaient publier cet ouvrage, où ils étaient déjà sur une réflexion sur la création de cet ouvrage, m'ont contacté tout simplement pour être le porteur au niveau éditeur. Donc j'ai dit tout à fait, j'étais au contraire super ravi de collaborer avec Pierre. Alors, c'est une coédition. C'est une coédition. Hein, coédition, de quatrième ligne et le SMIDEST. Et du syndicat mixte, le SMIDEST, qui est le syndicat mixte de développement de l'estuaire de la Gironde. Voilà. Donc en fait, c'est une commande, comme on peut le dire. C'est une commande, c'est une commande du syndicat mixte. Voilà. Après, on a bien entendu dedans, on a travaillé pendant 3-4 mois à la maquette, à toute la construction de l'ouvrage. Bien sûr, Pierre avait déjà fait un gros travail d'écriture. Après, il y a eu bien entendu, 4 mois de travail, 4 mois. Oui, c'était ça. 4 mois de travail jusqu'à l'édition. Et moi, en fait, j'ai fait tout aussi le suivi imprimerie. Donc, celui-là aussi, il est imprimé en France. Donc, on a choisi vraiment d'imprimer en France. Donc. Et un ouvrage tiré à 1000 exemplaires. Et il en reste plus. Il y en a quelques sur la table qui était derrière. Voilà, il en reste plus beaucoup. Vous pourrez voir. Voilà, donc c'est vrai que les derniers, parce que moi, je crois que chez moi, il m'en reste plus que 2. Voilà, on va sûrement le réimprimer. Donc. Parfait. Et donc, Pierre Cordier, vous êtes l'auteur de cet ouvrage dont on va parler maintenant. Vous êtes à la fois gardien de phare, mais aussi guide conférencier. Oui, c'est ça. Alors, comment on arrive à Cordon? Totalement par hasard. Allez-y tout, racontez-nous. C'est mieux avec le micro ou sans le micro? Okay. Totalement par hasard, je suis tombé sur une annonce qui disait « Cherche gardien de phare ».
Et donc ça existe, de temps en temps il y en a une qui est publiée, il y a des gens qui postulent. Et ils cherchaient à l'époque à développer un peu le côté touristique, enfin à cadrer un peu plus l'activité touristique. Et moi j'ai une expérience en tant que guide dans pas mal d'endroits et c'est comme ça que je suis arrivé. Ouais. D'accord. Donc votre formation, c'est plutôt une formation de guide touristique, c'est une formation plutôt dans le tourisme. Ouais, moi je suis géographe de formation et je suis retourné après à l'université pour passer un diplôme de guide interprète. D'accord. Et donc on répond à une annonce, Ouais. et puis on se retrouve, vous êtes fonctionnaire. C'est la fonction publique territoriale. La Ouais. République territoriale, c'est pas les phares et balises. C'est plus les phares et balises, ça fait une dizaine d'années que c'est plus directement les phares et balises qui gèrent. Le gestionnaire du phare, c'est un syndicat mixte. Le SMIDES dont on parlait. Voilà, le SMIDEST. Et les phares et balises, c'est encore eux qui sont responsables de la lumière en haut du phare et de nous amener au phare et de nous ramener à terre. D'accord. Voilà. C'est un peu compliqué. D'accord. Alors, avant d'aller vers le plus loin, parlez-nous de Cordouan. Vous connaissiez Cordouan avant? Vous l'aviez visité? Vous étiez attiré par la région ou par le fait de vous retrouver 15 jours par mois isolé avec un collègue? Avec un collègue, ouais. On est toujours deux sur le phare. Ouais. Oui. Je l'avais jamais visité avant d'arriver, avant mon premier jour de travail. Donc ça a été une découverte quand je suis arrivé. Je le connaissais par contre pour son histoire et son architecture. Et puis ouais, c'était un petit peu un retour dans le coin parce que moi j'ai grandi sur la côte vendéenne. Je suis parti très longtemps vivre ailleurs en France, à l'étranger. Et je suis revenu et il y a ce poste qui s'est ouvert là. J'ai fait ça a l'air chouette. Et ouais, l'isolement. Alors l'isolement, il est assez relatif parce que bon, on est en mer, on a une dizaine de kilomètres en mer, mais on a des moyens de communication. On a tous les jours des gens qui viennent nous voir. Il y a tous les jours des touristes qui viennent nous voir. Donc on est isolé géographiquement, mais on n'est pas seul. Ouais. Vous y êtes depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Ouais. Et je travaille à mi-temps, donc j'y suis seulement 6 mois dans l'année. D'accord. Alors, parlez-nous de Cordouan. C'est, comment on le dit, c'est le roi des phares? C'est ce qu'on dit, le roi des phares, le phare des rois. Voilà. C'est le plus beau. Moi, je dirais que c'est le plus beau parce que j'y habite, mais il y a des gens parmi vous qui sont déjà allés à Cordouan? Ouais. Quelques-uns, ouais. Ça ressemble, bah tiens, on a un gardien en plus qui vient d'arriver. Ça ressemble pas du tout à un phare en mer dans le sens où c'est quelque chose de très, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur, c'est très grand. Et un phare, normalement, c'est fonctionnel, quoi. C'est une tour, c'est lisse. Et là, il y a énormément de colonnes, de statues dans un style entre baroque et renaissance. C'est un monument. Alors, si vous voyez pas du tout ce que c'est, on n'a pas une image. On a une image là-bas. Ça ressemble pas du tout à un phare. Hein. Au niveau de l'architecture, ça ressemble à une tour, une église, un château, ce que vous voulez, mais ça ressemble pas à un phare. Et oui, c'est très très grand, très spacieux, très confortable. C'est un monument qui a été, dont la construction a commencé en 1610. Ça s'est terminé en 1611. 1611. Ouais. Ils pensaient mettre 2 ou 3 ans à construire, ça a mis 27 ans au final. C'est un peu débordé. Et à ce moment-là, le roi était Henri IV. Ouais, il commence à construire sous Henri III, et puis Henri III se fait assassiner, donc il continue à construire sous Henri IV, et puis Henri IV se fait assassiner, donc il finit sous Louis XIII. C'est inauguré sous Louis XIII. Oui. Et on dit, mais ça, vous voulez le dire un petit peu, c'est plus qu'un phare. Ouais, Qu'est-ce que c'est alors? C'est un monument? C'est une porte d'entrée du royaume de France. Il faut le voir comme ça. Il y a 400 ans, c'est l'entrée de la Gironde. Bordeaux, c'est un port super important et tous les bateaux qui viennent d'Angleterre, d'Espagne, de toute l'Europe, ils passent par là pour arriver à Bordeaux. Et la première chose qu'ils vont voir de la France, c'est Cordouan. Donc il faut leur en mettre plein la vue et leur montrer la grandeur et la richesse de la France. C'est un monument d'entrée du royaume de France. Ouais. Et c'est un peu pour ça qu'il a été rehaussé au XVIIIe siècle? Il y a de ça. Il était déjà très abîmé. En fait, il avait 200 ans. Le dôme était bien abîmé. Il y avait des réparations à faire. Et ils en ont profité pour l'agrandir et le moderniser. Et le rehausser d'une vingtaine de mètres à peu près, je crois. Ouais, une bonne vingtaine de mètres. Ouais. D'accord. Et alors, autre date importante, c'est le... Ah ben, voilà, on nous montre le... Voilà, mon assistant qui montre un petit peu les jolies photos de Cordouan. Et alors, autre date qui est très importante, on le verra pour l'ouvrage, 1823, ouais. Donc il y a 200 ans, ouais. C'est la lentille de Fresnel qui apparaît. Il y a 200 ans tout pile. Enfin, on a fêté ça au mois de juillet, les 200 ans de la lentille. Ouais, ouais. Lentille de Fresnel qui permet de voir à 40 km à peu près? Ouais, on a une portée un peu plus de 20 000, ça doit faire 36 km. Ouais.
Et il faut préciser encore que ce phare de Cordouan, c'est l'un des 50 monuments historiques français inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, depuis c'est 2021 aussi, on est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça faisait longtemps. Enfin, le dossier était en cours depuis au moins une bonne dizaine d'années. Ça a pris un peu de temps, mais on fait partie de ce cercle fermé. Ouais, c'est chouette. Alors, vous qui êtes géographe, comme vous nous l'avez dit, vous qui avez eu une première expérience professionnelle de guide touristique, conférencier, comment on peut s'intéresser à ce phénomène scientifique qui a abouti à la conception par Fresnel de sa lentille? Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cet intérêt et cette curiosité? En premier lieu, je pense que c'est l'objet. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, la lentille de Fresnel. Ça peut être très grand, ouais. Ça peut être petit, mais celle de Cordouan, par exemple, je crois qu'elle fait 3,5 mètres de haut. Et c'est assez impressionnant. C'est une espèce si vous voyez pas du tout ce que c'est une espèce de grosse cage de verre qui fait donc 3,5 mètres de haut, 2 mètres de large, faite de, je crois qu'il y a 500 ou 600 morceaux de verre, des prismes. Et c'est super beau, en fait, cet objet, quoi. Même pour les gens qui connaissent rien du tout à l'histoire de la lumière ou à l'histoire des phares, souvent, ils restent bloqués devant l'objet. C'est plein de prismes, plein de reflets, plein de lumière. Et l'objet en lui-même est assez parlant, quoi. Il y a beaucoup de gens qui l'admirent. Et en fait, on se rend compte qu'il y a 200 ans, dans les grandes expos universelles, c'était déjà des objets qu'on mettait au milieu des grands halls et que les visiteurs admiraient. Voilà. Donc, je pense que la première porte d'entrée du truc, c'était ça, c'est que visuellement, c'est assez fascinant. Et du coup, après, ça a été le côté historique et le côté scientifique. Ouais. Qui vous a amené à la fois à faire des recherches, parce que c'est un livre, il fait 70 pages, 68 pages, 70 pages. Et en plus, il est très bien mis en page et d'une lecture très facile. Et il y a notamment ce qu'on appelle les encadrés, enfin des aplats, qui parfois donnent un éclairage sur un personnage ou autre, ou sur une question. Enfin, vous verrez, vous pourrez le feuilleter. Je trouve que, moi j'ai trouvé ça passionnant. Je ne suis pas scientifique pour un sou, mais j'ai trouvé ça passionnant. La façon dont vous racontez un peu cette histoire. Alors, on peut revenir un peu très loin dans l'Antiquité. Les phares, c'est quelque chose qui existe depuis un équipement qui existe depuis plusieurs millénaires, depuis 2000 ans, 3000 ans. Oui, dès que l'homme a commencé à naviguer, on a commencé à allumer des feux sur la côte pour le guider. Alors après, on a commencé à les mettre sur un point un petit peu plus haut. Après, on a commencé à construire des tours pour mettre un feu en haut. Et l'exemple de l'Antiquité qu'on connaît, c'est le phare d'Alexandrie. C'est ce que j'allais vous dire, effectivement. Donc c'est une vieille histoire, les phares. C'est une très vieille histoire, mais il y a toute une période où il y en a plus beaucoup, en fait. Les Romains avaient des phares, donc les Égyptiens avaient des phares aussi. Et puis après, pendant le Moyen-Âge, il se passe plus grand-chose. Il y a beaucoup moins de navigation, il y a beaucoup moins de phares. Les phares sont plus trop entretenus. On commence à mettre des feux sur des tours, sur des églises des fois, ou sur des tours de guet, des choses comme ça, mais on construit pas vraiment de phares en soi. Et puis ça revient après, et le premier exemple de ces phares qui reviennent à partir du XVIe siècle, c'est Cordouan. Oui. Et à ce moment-là, c'est l'huile qui permet d'alimenter la lumière, en quelque sorte. Hein. Ouais, on était encore sur du charbon en 1600. Ouais, on est encore sur du charbon, après on passe à de l'huile, après on passe à du blanc de baleine. À l'époque où on chassait les baleines, il y a un liquide blanc là dans le cerveau de la baleine qui brûle très bien. Et on s'en servait pour les lampadaires en ville, on s'en servait pour les phares entre autres. Après, il y a eu le pétrole, il y a eu le gaz, l'électricité. Mais à l'époque où Fresnel intervient, c'est de l'huile. C'est encore de l'huile, oui. Alors, Fresnel intervient. Un personnage assez... Qu'est-ce qui vous a étonné chez lui quand vous avez découvert ce personnage? Son histoire est assez folle. C'est une histoire un peu folle, mais qui n'a pas duré très longtemps, puisqu'il est mort à 39 ans. Ouais, il est mort super jeune et en à peine 10 ans, parce qu'il il a eu une autre carrière avant dans les ponts et chaussées, et il s'intéresse à l'optique, et on va dire qu'il s'intéresse 12-13 ans à l'optique, et en ces 12-13 ans, il a révolutionné l'optique. Ouais. Faut dire, il avait fait Polytechnique, il était entré à Polytechnique à 16 ans. Ouais, il était à Polytechnique, c'est possible, 16 ans, ouais. Mais à Polytechnique, on lui enseigne un petit peu les sciences, mais il a quelques cours en optique, mais rien. Il est quand même assez autodidacte en optique. Ouais. Et on peut dire que c'est un garçon brillant ou pas? Ceux qui l'ont fréquenté plus jeune disent qu'il n'était pas très bon à l'école, qu'il s'est mis à lire un petit peu tard, mais très vite on comprend qu'il a des grosses facilités en mathématiques.
Et il comprend beaucoup de choses assez vite. Ouais. Il lit, il se renseigne autour de lui, et il comprend beaucoup de choses assez vite. Ouais. En revanche, vous écrivez que ce n'est pas un meneur d'hommes. Non, c'est quelqu'un il n'est pas très sociable en fait. Il a du mal à... Oui, un peu son portrait, on peut un peu... On le devine ? Non, on peut le deviner un petit peu. Peut-être, ouais. Non, il a du mal dans les relations sociales, il a du mal à... Oui, en fait, son premier travail, lui, c'est chef de chantier pour les ponts et chaussées, quoi. Donc, il dirige des gens pour construire des routes, des digues, et il a du mal avec ça. Il le dit, je sais pas comment m'y prendre pour mener les gens, pour parler avec eux. Et effectivement, tous les gens qui l'ont connu et qui témoignent disent que c'était pas quelqu'un qui aimait la fréquentation de la société. Ouais. Mais comment vous êtes parti à sa rencontre ? Qu'est-ce qui a déclenché votre intérêt pour cet homme ? Alors, il y a eu votre intérêt pour la lentille, ouais. pour le système mis au point. Oh. Mais sur l'homme, vous êtes intéressé à l'homme. Vous avez fait des recherches sur lui, pour écrire cet ouvrage. Ouais, je me suis rendu compte déjà qu'il était, en parlant avec les gens en visite à Cordouan, je me suis rendu compte qu'il était super connu de plein de gens différents. Parce que la lentille de Fresnel, au début, ça servait pour les phares, mais ça a servi pour plein de choses. Et on avait des chirurgiens qui avaient des lampes qui nous parlaient de Fresnel, on avait des opticiens qui nous parlaient de Fresnel, des mathématiciens qui nous parlaient de Fresnel, des gens qui travaillaient dans le cinéma ou dans le théâtre qui ont des projecteurs Fresnel. Et du coup, je me suis dit, tout ça découlerait des phares, quoi. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que on passe pas mal de temps à nettoyer la lentille au phare. Je veux dire, c'est les 500 prismes qu'il faut épousseter comme ça. Donc on est très près de la lentille. Et à force de la nettoyer, on tombe sur des petites marques sur la lentille, des tout petits poinçons avec écrit Henri Lepaute, fabricant à Paris, Sauter, constructeur Paris. Enfin, et je me suis demandé, mais qui c'était ces gens-là qui fabriquaient des lentilles ? D'où ça commençait, comment ? Donc c'est presque une enquête que vous avez fait alors. Un petit peu, ouais. Alors c'est pas un travail d'historien parce que je vais pas dire que je suis historien sur ce coup-là. Il y a des gens qui ont fait des très bonnes thèses là-dessus. Mais l'idée, c'était de l'expliquer à un plus grand public. Voilà. Il y a des thèses d'historiens sur Fresnel, il y a des thèses de physiciens sur Fresnel, il y a des thèses sur l'histoire industrielle de la lentille de Fresnel, et le but, c'était de compacter tout ça, de rendre ça accessible au plus grand nombre, de vulgariser un peu le côté scientifique, et d'avoir dans un même ouvrage la vie de Fresnel, comment il en est venu à son invention, et ce qui est devenu son invention après sa mort. Voilà. C'est un peu grâce à Napoléon, si j'ai bien compris. Ouais, grâce ou à cause de lui, ouais, c'est comme on veut. Ouais. Disons qu'il est mis au chômage par Napoléon. Quand Napoléon revient en 1815, Fresnel s'oppose à son retour indirectement, et du coup, Fresnel est mis à pied, quoi. Il a plus de boulot, il a plus de salaire, et il retourne vivre chez sa mère, du coup. Et il commence à faire ses petites expériences sur l'optique, quoi. C'est là que ça commence, ouais. Oui, mais bon, il a eu un parrain assez protecteur, qui était Arago. Oui, Arago. Je sais pas si c'est un personnage qui vous parle, Arago. Il est connu pour plein de choses différentes aussi. C'est un scientifique, c'est un astronome, mais c'est surtout quelqu'un qui a été le mentor de beaucoup de scientifiques du début du 19e siècle. Et c'est lui qui va le mener sur la voie un petit peu, parce que, enfin, je sais pas si vous imaginez, on est en 1820 et Fresnel, c'est un gars, il a quoi? Il a 25 ans. Il est ingénieur en province, il a jamais fait ses preuves en optique, et il commence à faire ses petites expériences dans son coin. Il est même pas parisien, quoi. Et il envoie un mémoire à l'Académie des sciences en disant, je pense que Newton se trompe. Voilà, Newton qui était la référence à l'époque. Et du coup, il lui faut des appuis quand même. Et Arago, c'est le premier à comprendre l'intérêt de la découverte de Fresnel et l'ampleur de sa découverte. Ouais. À ce moment-là, on était dans une opposition réflecteur-lentille. Ouais, c'est ça. Dans les phares, avant d'avoir des lentilles de Fresnel dans les phares, donc il y avait une lampe avec de l'huile. Et derrière, il mettait une espèce de grosse parabole argentée. Donc ça faisait miroir, ça renvoyait la lumière. Sauf que, comme c'est une vraie flamme, la parabole, elle s'encrasse. Ça renvoie pas la lumière très loin, on perd la moitié de la lumière. Et en fait, au début, Fresnel, on l'engage pour faire des tests comparatifs entre les différentes paraboles. Et très vite, il dit, mais non, mais ça marche pas, votre truc, c'est autre chose qu'il faut, quoi. Et moi, j'ai une idée. Alors, cette idée, il la développe. Il la développe. Il fait beaucoup d'essais. Ça va assez vite. Ça dure à peu près 2 ans, les essais, on va dire. Alors, c'est pas lui qui a eu l'idée de mettre une lentille devant les projecteurs de phare, mais lui, c'est le premier qui arrive à la mettre au point.
C'était Buffon qui avait eu l'idée? Il y avait Buffon, il y avait Condorcet, il y avait plusieurs scientifiques qui étaient approchés un petit peu, qui avaient approché cette idée-là, mais personne n'avait réussi à le mettre au point parce que techniquement, début 19e, faire des grands morceaux de verre courbés, les polir, les assembler, enfin, on sait pas faire. On sait pas faire. Et c'est là que son talent d'ingénieur intervient. C'est-à-dire, il a pas inventé au sens la lentille, il a pas inventé au sens, voilà, j'ai découvert quelque chose. Il a inventé dans le sens, j'ai réussi à la mettre au point, j'ai réussi à l'assembler, j'ai choisi les meilleurs verres, j'ai trouvé la façon de les régler, de les assembler, leur angle et tout ça. Et voilà, c'est lui qui veut ça. Il a quand même eu un peu de mal pour trouver le bon verrier, c'est ça? Ouais. On peut dire ce mot? Ouais, il va contacter un petit peu Saint-Gobain, Choisy-le-Roi, les grandes manufactures de verre de l'époque. Sauf qu'il n'est pas vraiment pris au sérieux, ou alors voilà, ça demande un peu d'investissement et des machines qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Elles veulent pas s'embêter pour un projet qui, on sait même pas si ça a de l'avenir. C'est une drôle d'idée son truc, quoi, la lentille. Et donc finalement, il va aller voir. C'est pas du tout son premier choix, un opticien qui s'appelle Soleil. Et un nom prédestiné quand même. Ouais, c'est marrant pour quelqu'un qui travaille sur la lumière, Soleil. Et avec Soleil, il va réussir à mettre au point cette première lentille, ce premier prototype. Il met au point le premier prototype. On fait des essais. On en fait notamment au sommet de l'Arc de Triomphe, qui est en construction à ce moment-là. Voilà. Si j'ai bien vu. C'est un très bon point à Paris pour mettre un truc en hauteur et aller à 30 km pour voir si ça se voit pas. On fait des tests comme ça. Les tests sont positifs? Ouais, on prend sur l'Observatoire de Paris ou sur l'Arc de Triomphe, on met la lentille de Fresnel, puis à côté on met les anciennes paraboles, les réflecteurs, puis ils se rendent compte que la lentille c'est beaucoup mieux en fait. Ça marche beaucoup mieux. Et donc l'administration est d'accord pour équiper déjà un premier phare qui sera Cordouan. Voilà, on choisit pas par hasard. On prend le phare le plus grand et le plus prestigieux de toute la France c'est pour faire un coup d'éclat, quoi, clairement. Pour montrer à tout le monde, à tous les navigateurs qui passent par là, que voilà, il y a quelque chose de nouveau ici et qu'on est à la pointe de la technologie sur les phares français. Et alors, comment se passe l'installation? Il me semble que Fresnel n'était pas très content des ouvriers qui étaient avec lui. Ouais. Il a eu du mal. Ouais, comme d'habitude, il se plaint des hommes qu'il a avec lui, qui comprennent rien, qu'il a pas d'outils sur place, que voilà, mais il passe un mois sur le phare. Et au bout d'un mois, il arrive enfin à actionner son truc. Il est venu en personne monter sa lentille. Et alors, la lentille, c'est bien, mais il faut aussi la faire tourner. Ouais. C'est le principe même du phare. Voilà, la lentille, elle fait, elle permet d'avoir un éclat lumineux elle permet d'avoir une lumière qui se voit de très loin. Mais après, si vous voulez avoir un éclat, il faut que votre lentille, qui a plusieurs faces, elle tourne. Que vous retrouviez face à une face à l'époque c'était toutes les minutes et du coup il faut un mécanisme de rotation. On met un gros plateau et puis qui tourne avec un système c'était des roulements à galets à l'époque, il fallait remonter une manivelle. Mais il y a encore 20 ans, non, jusque dans les années 80, il fallait remonter une manivelle encore au phare de Cordouan la nuit pour que la lumière continue à tourner. Quel est le rythme du passage de la lumière? Aujourd'hui, toutes les 12 secondes, non? Aujourd'hui, on fait un tour en 12 secondes. Alors, quand vous regardez un phare aujourd'hui en mer, souvent, vous voyez des éclats assez fréquents et assez courts. Donc, nous, on fait 3 éclats, 3 secondes, 1 seconde, de long, un court. Mais il faut imaginer que les éclats de l'époque, vous voyez la lumière pendant, 7-8 secondes. Et après, elle s'éteint pendant 1 minute. C'était pas du tout les mêmes éclats que les phares d'aujourd'hui, parce que les bateaux à l'époque ils allaient beaucoup moins vite. Et puis ensuite il fallait qu'ils puissent se positionner, quoi. Ils n'avaient pas tous les outils modernes pour mesurer, pour se placer. Donc les phares avaient des éclats beaucoup plus lents et visiblement ça posait de problème à personne jusqu'au milieu du 19e. Et donc l'installation se fait sur le phare de Cordouan. Oui. Ça marche. Et ça marche, ouais. Et alors, donc à partir de là, l'administration dit. Et on va mettre la lentille de Fresnel partout. Puisque ça marche, non seulement on va la mettre un peu sur tous les phares de France, mais on va construire en plus plein de nouveaux phares. Et il y a un grand plan il y a un grand plan de construction en France, juste après l'invention de Fresnel, où on décide de faire 50 nouveaux phares sur les côtes de France. Alors il y en a qui sont un peu vieux, on les modernise. Il y en a qui n'existaient pas, on les construit. Il y en a qui avaient déjà des vieux réflecteurs, on leur met des lentilles, une grande lentille de Fresnel. Mais vous avez 50 nouveaux phares en l'espace de une vingtaine d'années peut-être. Mais on a dit qu'il était mort à 39 ans. Il ne voit pas la fin
du programme d'équipement des phares avec sa lentille. Non, il a rien vu de tout ça. Il n'en a vu aucun d'ailleurs même. Il est mort. Alors il a eu le temps de voir celle de Cordouan qu'il a installée. Il en a installé une deuxième Dunkerque, je crois, ou Calais, j'ai un doute. Dunkerque, il me semble. Et puis juste après, il est mort. Donc il a vu seulement 2 de ses lentilles. Il a jamais connu le succès international parce qu'à l'époque, il y a encore des gens qui lui disent mais non, ça marchera jamais ton truc. Et il n'avait pas déposé de brevet dessus. Voilà. Donc, il a quand même connu une réussite post-mortem, puisque vous faites allusion au développement international. Ouais. On retrouve son principe de lentille dans le monde entier. Partout. Allez visiter des phares dans le monde. Enfin, moi j'aime bien quand je suis en vacances aller visiter des phares. Et vous allez partout dans le monde, vous allez visiter des phares et vous verrez des lentilles de Fresnel partout. Alors il y a des trucs un peu plus modernes aujourd'hui, plus petits, en plastique et tout ça, mais c'est toujours des lentilles de Fresnel. Vous voyez la lentille avec les échelons. Partout dans tous les phares. Et ouais, non, il a pas connu ça. Ça a pris quelques décennies après sa mort. C'est son frère qui a repris. Donc son jeune frère qui avait repris un peu. Ouais, son frère qui a repris. Est-ce que c'est son jeune ou son aîné ? Je sais plus. Ils avaient à peu près le même âge à quelques années près. Et il a repris ça. Il a pris sa place à la tête de la commission des phares. Et il a été en contact avec beaucoup de l'équivalent des phares et balises, mais dans les autres pays du monde. En Angleterre, par exemple. En Angleterre. Alors les Anglais, ils ont leur fierté, et puis c'était un peu avant que la France arrive avec la lentille de Fresnel, c'était un peu les Anglais, les maîtres de l'éclairage de la signalisation maritime. Donc ils n'ont pas voulu s'y mettre tout de suite, à prendre des lentilles françaises. C'était un peu la honte pour eux. Mais tous les autres derrière ont suivi, et puis les Anglais s'y sont mis finalement aussi. Alors, vous racontez un peu comment les Américains ont récupéré la lentille de Fresnel. Ouais. Vous dites par correspondance. Par correspondance, ouais. C'était vendu par correspondance. Ils expédiaient ça dans des caisses. Je sais pas si vous imaginez l'envoi en 1830 ou 1840 vers les États-Unis. Ils envoient des dizaines de caisses. Je sais plus combien c'était de caisses, mais c'est plusieurs dizaines sur un bateau. Ils reçoivent ça là-bas. Il y a personne qui sait monter ça là-bas. Donc il y a un technicien qui se déplace, un technicien de Paris qui va là-bas pour l'installer. Une fois qu'il l'installe, ils se rendent compte que ça rentre pas, c'est trop gros, ça rentre pas dans leur phare. Ils doivent le mettre dans un autre phare. Enfin, imaginez en 1840 la vente par correspondance d'un objet qui fait 3 mètres de haut, 3 mètres et demi de haut, quoi. Mais il n'y a jamais eu d'exploitation industrielle de cette idée. Si, c'est devenu même une spécialité industrielle française. Oui, parce qu'il y a plusieurs. Je veux dire, le Fresnel ou sa famille n'en ont jamais profité, en quelque sorte. Parce qu'il n'y a pas eu de brevet déposé. Il n'y a pas eu de brevet déposé, lui pas directement, son frère un petit peu, même si on le connaît beaucoup moins, Léonard Fresnel, il est quand même dans le milieu des phares, c'est quand même une personnalité très importante. Et puis après, ceux qui en ont surtout profité, c'est les industriels français. En gros, quand vous baladez dans le monde et que vous regardez les phares, il y a 4 marques de lentilles. C'est toujours les 4 mêmes marques qui reviennent. Et il y en a 3 qui étaient basées à Paris. Voilà. Et ces 3-là, donc, elles ont fourni les 3/4 des grands phares du monde. Et c'est des entreprises qui ont bien marché avec ces lentilles de Fresnel jusque début 20e, voire milieu 20e siècle. Ouais. Alors, arrive la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Je crois que 200 et quelques phares français sur les 600 sont abîmés. Les Allemands ont fait péter des phares quand ils sont partis. Ouais. Ça s'est mal passé pendant l'occupation. Ouais. Et donc après, il faut remettre un peu en état. Comment ça se passe ? Il faut Alors on reconstruit des phares et puis il y a pas mal de lentilles qui ont été détruites aussi. Mais sauf que à cette époque-là, on commence déjà à faire des trucs un peu plus modernes. C'est toujours, comme je vous disais, des lentilles de Fresnel, mais c'est des pièces plus modernes et plus petites. Et donc ça commence à être le déclin de ces grandes entreprises qui font des lentilles. Et alors on fait quoi maintenant ? Des trucs en plastique. Non, on fait toujours des lentilles de Fresnel, mais effectivement, c'est plus du verre assemblé, c'est plus des morceaux de verre qui sont assemblés, souvent c'est soit du verre, soit du plastique, et c'est moulé. C'est fait d'un seul bloc. Donc c'est beaucoup plus facile à mettre en place, à entretenir. Hein. Mais les vieilles lentilles de Fresnel, elles fonctionnent toujours aussi bien, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de phares en France, ceux qui ont pu, comme Cordouan et comme plein d'autres dans la région d'ailleurs, ont gardé leur vieille lentille de Fresnel. Ouais. C'est-à-dire le phare comme on dit dans la région, le phare de Biarritz ou au Cap Ferré. Biarritz a une très belle lentille de Fresnel. Au Cap Ferré, de mémoire, je sais plus. Ouais, c'est une grande lentille, je vois plus. Au phare des Baleines, ils ont une très belle lentille. À Chassiron aussi, ils ont à la Coubre, ils ont un truc un peu plus moderne.
Je sais pas, qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme phare dans le coin? Il y a beaucoup encore de ces vieilles lentilles de Fresnel, ouais, qui sont encore là. En fait, c'est des montants en bronze et c'est des morceaux de verre, donc c'est inaltérable, quoi. Ça peut tenir 1000 ans, je dirais 1000 ans, mais on va voir. Est-ce que vous diriez que Fresnel était un génie, a été un génie? Il a été, alors c'est un gars, c'est sûr, il avait des grandes facilités en mathématiques. Il comprenait très vite les choses. Il calculait très bien. Après, son talent sur la lentille, c'est vraiment un talent d'ingénieur, quoi. C'est d'avoir su trouver les bonnes personnes avec qui travailler. C'est d'avoir su reprendre les bonnes idées des autres. C'est d'avoir su assembler tout ça, trouver le bon verre, trouver les bons matériaux, trouver la bonne colle pour assembler. Enfin, c'est un vrai travail d'ingénieur, quoi. C'est un gros coup d'ingénieur ce qu'il a fait, ouais. On utilisait parfois la colle de poisson, c'est ça? Ouais, la colle de poisson, ouais, c'est pas mal visiblement, ça. Il a testé plusieurs colles parce que, enfin, un truc qui tiendrait comme ça dans des ateliers, c'est bien, quoi. À Paris, dans leurs tests, c'est super, mais en haut des phares, ça prend l'humidité, ça prend le soleil. La lentille, elle a un effet loupe aussi, de l'autre côté, quand le soleil tape. Donc forcément, il y a des échauffements et donc ils ont testé pas mal de colles et effectivement, et ça faisait partie de son travail d'ingénieur. Ouais. Et alors, c'est un ingénieur sans descendance. Il n'a pas été marié, sur le plan personnel, il n'a pas été marié, n'a pas eu d'enfant. Ouais. Et est-ce qu'il a inspiré d'autres générations d'ingénieurs? Il a inspiré beaucoup de monde avec sa lentille, des gens qui ont repris ses travaux sur la lentille pour d'autres utilités. Et on a encore aujourd'hui des études scientifiques, effectivement, sur la lentille et on n'a pas encore découvert tous les potentiels de cette lentille. Voilà. Et sur sa vie privée, oui, en fait, enfin moi c'est ça qui m'a le plus étonné, c'est à force de parcourir des bouquins, des archives, des machins comme ça sur lui, je me suis dit à un moment on va tomber sur quelqu'un, quoi, sur une fiancée ou sur un truc comme ça, et jamais, rien de rien, pas un mot, même sur les courriers, sur les trucs comme ça, enfin rien de rien. Donc quand vous dites que ces travaux ont inspiré dans d'autres domaines, c'est quoi, dans le domaine médical ou... À une époque, ça a été alors au début, ça a été pour l'éclairage des phares. Après, c'était pour l'éclairage des pistes d'avion, des chemins de fer, de plein de trucs, les phares de voiture par la suite. Dans l'éclairage médical, effectivement, sur les tables d'opération, dans les projecteurs, dans les casques de réalité augmentée, dans tout ce qui est vidéoprojecteur, partout en fait où il faut avoir une image assez large et où on a une focale très courte, où il faut amplifier l'image sur une très petite distance. Je sais pas si je m'explique bien. Ouais. Donc là, souvent, on a des lentilles de Fresnel. Ouais. Donc encore aujourd'hui, vous en utilisez. Vous les voyez pas toutes, mais et puis voilà, ça a dérivé sur plein d'autres objets qui sont à la base, qui s'inspirent de la lentille de Fresnel, qui en sont plus vraiment techniquement, mais quand vous passez au supermarché, la caissière, elle peut regarder ce qu'il y a dans votre caddie par une espèce de plaque en plastique qui permet de déporter la vue. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est un dérivé d'une lentille de Fresnel. À l'arrière des bus en ville, souvent aussi le chauffeur, il peut voir dans son angle mort. Ça, c'est un dérivé de lentille de Fresnel aussi. Voilà. C'est une plaque de verre ou de plastique avec des échelons qui déportent la vue. Ouais. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, je répète, j'ai trouvé passionnant la lecture de la découverte de cet ouvrage de Fresnel. On apprend beaucoup de choses. C'est bien écrit, bien présenté, c'est lisible, même si on n'est pas ingénieur, on comprend presque tout. Cordon, aujourd'hui, le phare accueille combien de visiteurs? L'an dernier, on avait fait une année exceptionnelle, je crois que c'était 35 000 visiteurs. Et les visiteurs peuvent voir la lentille de Fresnel? Alors, on la voit depuis le balcon en se mettant sur la pointe des pieds. Les lentilles de Fresnel, souvent, c'est dans la lanterne et souvent, c'est la partie la plus sensible du phare qui est fermée. Il y a des phares où elle est plus ou moins basse, plus ou moins haute. Elle, on la voit, ouais. Si vous dépassez 1m70, vous pourrez la voir. Le phare est toujours ouvert actuellement? Ouais, on fermera à la fin des vacances de la Toussaint. Donc début novembre. Presque tous les jours, il y a des bateaux qui partent de Royan et du Verdon. D'accord. Et vous avez vu l'année dernière combien de visiteurs vous avez battu les records? L'année dernière, c'était 35 000. C'était un peu particulier parce qu'il y avait l'UNESCO. On venait d'obtenir le label UNESCO, donc on a eu beaucoup de reportages, de pubs. Cette année, on a fait
Je crois qu'on a fait une très bonne année. On était à 30 000 à peu près, sachant qu'on a des contraintes de marée et d'accès. On peut ouvrir seulement 4 heures par jour quand la marée baisse. On peut pas ouvrir le reste du temps. Donc, et on fixe des quotas. On dit voilà, telle marée, on pourra accueillir tel jour 120 personnes, pas plus. On veut que ça reste dans des conditions d'accès confortables. Donc, on fera pas beaucoup plus que ça de toute façon. Ouais. Et vous accompagnez vous-même ou vos collègues chaque groupe? Ouais, on essaye le plus possible d'accompagner les gens et de leur raconter des petites histoires. Notamment l'histoire de Fresnel. Entre autres, ouais. Alors, il y a plein de choses à voir sur le phare, architecture. Enfin, on parle de navigation, on parle de. Enfin, les gens sont super curieux. Des fois, on parle de pêche, des fois, on parle de de plein de trucs différents. Donc, on discute avec les gens. C'est assez plaisant. Et on continue à faire des travaux. Et on continue à faire des travaux. Alors, on les fait pas quand on reçoit les gens. En général, on ferme le phare au mois de novembre et puis on en profite pour faire les travaux tout l'hiver. Et on enlève tous les échafaudages. Au mois d'avril, on rouvre au public. Mais le plus gros des travaux est terminé maintenant. Là. D'accord. Il y a un programme à venir de rénovation, restauration? Ouais, ces dernières années, c'était beaucoup sur la pierre, la maçonnerie, donc c'était des gros travaux. Et là, on va faire plutôt, dans les prochaines années, les intérieurs de pièces, quelques boiseries, des choses qui nécessitent un peu moins de logistique quand même. Ouais.